voilà, nous sommes en compagnie de François Bourgeon, que nous avions très envie de retrouver ici sur le festival Étonnant Voyageur. Festival auquel il a été fidèle depuis les débuts, on peut le dire, hein, François. Oh là là, oui. À côté de François Bourgeon, il y a Lénaïque Durel. Alors Lénaïque, elle est avec nous, elle aussi, depuis les débuts. Nous l'avions embauchée au tout début pour accrocher les expositions et elle est devenue très rapidement responsable des expositions et de la mise en place des expositions, qu'elle conçoit, qu'elle nous propose, etc. Elle fait un travail extraordinaire et je suis heureuse qu'elle soit avec nous sur ce plateau ce matin. Bravo Lénaïque. Toutes les expositions qui sont en place partout, c'est elle qui les conçoit et qui les met en place. Et puis à côté, le petit Pascal Jourdana, un petit jeune qui m'aide un peu de temps en temps. Oui, puis j'apprends encore. Oh bah oui, petit garçon, va. Voilà François, trop heureuse de te retrouver. Alors, l'itinéraire de François, ça a été l'école des métiers d'art. Alors, je ne me rappelais plus, en fait, tu as eu un diplôme de verrier. Oui, j'ai un diplôme de maître verrier à l'école des métiers d'art, oui, en 69. Est-ce que ça te sert encore pour ton travail? Plus du tout. Non, ce qui me sert, c'est les études que j'ai faites, c'est-à-dire l'école des métiers d'art, le cours préparatoire. J'ai fait de l'anatomie, de la perspective, des choses comme ça qui m'ont été utiles, mais j'ai rien de me préparer à la bande dessinée. Et raconte-nous un peu comment tu y es arrivé justement à cette bande dessinée. Complètement par hasard, j'ai commencé à travailler chez un verrier et puis j'ai connu une période de chômage et j'ai retrouvé une ancienne amie de l'école des métiers d'art qui m'a proposé, qui était maquettiste à Lisette, Bayard Presse, Lisette Nad. Lisette. Et qui m'a dit, on a un dessin à faire pour lundi, on est samedi, est-ce que tu peux le faire dans le week-end? Ça nous dépannerait. Donc je leur ai fait l'illustration, c'était une double page d'illustration. Et comme ils étaient contents, ils m'ont proposé d'autres choses. Puis ça a commencé comme ça. Et, ce qui est moins du hasard, mais c'est-à-dire que je me suis rendu compte que finalement ça me plaisait de raconter des histoires, parce que j'ai toujours aimé raconter des histoires, et de le faire en dessin, parce que j'ai toujours aimé dessiner. Alors, Lénaïque, comment est-ce que tu as... on va parler... L'exposition, elle est vraiment sur Elle est sur toute la... Oui, elle est sur toute la série des Passagers du Vent. Des Passagers du Vent. Donc, elle commence il y a 43 ans, du premier volume. Les 5 premiers consacrés à Isa. Et puis, il y a la deuxième partie, la petite fille Boa Caïman, avec Zabo, et on finit avec... C'est merveilleux de finir une saga, d'avoir accueilli aussi souvent François ici, et puis de voir cette clôture et de présenter un travail immense. Et donc on finit avec la commune, le sang des cerises, et ça c'est pas rien, parce que on est toute une génération à avoir complètement ignoré. On ne nous a jamais enseigné la commune. Et de retrouver... Alors, le Passager du Vent, c'est une aventure... On embarque depuis des années avec vous et c'est un peu, vous faites des sauts dans le temps et arriver à la commune, c'est assez majestueux dans la narration. Et est-ce que tu te souviens comment ça a démarré cette série des Passagers du Vent? Ah oui, tout à fait. C'est très simple. J'ai connu une période de chômage, on en a parlé, j'en ai connu plusieurs. Et pour me désennuyer, pour ne pas perdre le moral, j'avais commencé à faire une maquette de frégate qui m'a amené à aller au musée de la Marine, regarder un peu les maquettes qu'il y avait, regarder les détails qui me manquaient, etc. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert les bouquins de Jean Boudriot, Le vaisseau de 74 canaux, 4 gros bouquins épais comme des dictionnaires, avec plein de dessins, de coupes, de dépliants à l'intérieur et tout. Et je me suis dit, mais ça, c'est ce vaisseau qui, en temps de guerre, peut avoir plus de 800 personnes à bord, un voilier, c'est un huis clos.
dans lequel je peux enfermer des personnages et leur faire vivre une aventure sans quitter la mer, quoi, ou presque. Seulement, j'avais pris cette habitude d'avoir des personnages féminins parce que j'ai beaucoup travaillé pour des journaux destinés aux petites filles et j'ai eu envie de continuer. Je trouvais ça intéressant, d'abord parce que ça me permettait d'exprimer ce que j'ai de féminin et de masculin en moi, c'est-à-dire plutôt que de parler avec un cow-boy qui me ressemble, j'ai préféré être en dialogue avec quelqu'un de complémentaire et c'est comme ça qu'est née Isa. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce va-et-vient entre le goût du dessin, des objets, cette fascination pour ce bateau, sa forme, et puis l'envie de raconter des histoires de suite. Et ça, je trouve ça extraordinaire chez vous. C'est justement, vous êtes un excellent scénariste, un excellent dessinateur. C'est pas toujours le cas. Et moi, je suis assez curieux de voir comment finalement, vous l'avez un peu raconté, comment finalement les personnages, les histoires se mettent en place dans quelque chose qui est au départ imaginé plutôt de manière visuelle, j'ai l'impression. Oui, au départ, je ne savais pas où j'allais, en fait. Avec Isa, je ne savais pas du tout où j'allais. Et puis, ça s'est imposé petit à petit. Alors, au fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte de tout ce que j'ignorais. Et donc, il fallait que j'établisse... j'ai découvert la traite négrière. Je savais que ça avait existé, mais pas de cette manière-là. Donc, musée de l'homme, remusée de la marine, les bibliothèques des deux, etc. L'ancien musée des colonies et tout. Et voilà. Pas le genre à survoler tout ça, mais non, bien à rentrer dedans. Mais j'avais besoin de me nourrir, j'avais aussi besoin de me faire piéger, j'avais besoin d'y croire en mon histoire. J'aime bien avoir des points de repère. Oui, mais j'aime bien avoir l'impression que je raconte une histoire qui existe, quoi. Ouais. Même et quand j'ai on en reparlera peut-être, mais quand j'ai des personnages existants, ce qui est le cas surtout dans le dernier avec Louise Michel, Henri Rochefort, que j'aime pas trop, et d'autres. Mais j'aime bien qu'ils soient là et qu'ils soient là comme ils ont été, c'est-à-dire je ne leur fais pas jouer un rôle différent de ce que je sais qu'ils ont écrit eux-mêmes, etc. Simplement, mes personnages les rencontrent. Et parfois, d'ailleurs, avec des hasards amusants, si je peux me permettre un petit truc. Par exemple, Zabo, elle prend le même bateau que Louise Michel, hein, Nathalie Lemel, la Bretonne, etc. Alors, oui, dans ce bateau, et ensuite il y a tous les déportés de Nouvelle-Calédonie. Enfin, il y a tous, non, il y a eu plein de voyages. Mais sur la Virginie, il y a un certain nombre de gens qui vont, dont Louise Michel et Zabo et Henri Rochefort, qui vont se trouver en déportation en enceinte fortifiée, c'est-à-dire à la presqu'île du Causse. Et au moment où ils arrivent, j'ai la liste exacte de tous les personnages, de toutes les personnes qui ont été à la presqu'île du Causse, les femmes. Et à ce moment-là, il y en avait que 23. Et j'ai trouvé leur liste à tous. Et mon éditeur et des amis me charriaient un peu en me disant « Oui, mais il n'y a pas Zabo sur ta liste. » Et à la fin de la liste, il y a la 23e personne, nous n'avons trouvé aucun document sur elle. C'est incroyable. Oui, parce qu'en fait, 43 ans d'histoire, ça vous permet effectivement de nous parler de la traite négrière avec les 5 premiers volumes. C'est aussi la vie entière. Vous faites des sauts énormes dans le temps pour pouvoir arriver à des événements historiques dont vous avez envie de parler. On parlait d'ellipses tout à l'heure à propos de certains romans. Là aussi, il y a des ellipses dans le temps, en fait. Parce que Isa, elle a 6 ans, en fait. Et on va la quitter à 98 ans. Alors, j'aime bien rappeler ça aussi, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai découvert en faisant La petite fille bois caïman et en prévoyant un peu la suite que ça pourrait avoir. C'est que Isa, elle est née en 1764 sous Louis XV. Elle a une arrière-petite-fille, Zabo, qui va la rencontrer pendant la guerre de sécession. Et cette Zabo, Isabeau comme Isa, a un petit frère qui s'appelle Nano.
Et ce petit frère a donc connu Isa, vieille femme. Il avait 8 ans quand elle est morte. Et moi, j'ai pu rencontrer Zabo qui a connu Isa née sous Louis XV quand j'avais 8 ans. Alors, juste une question, Lénaïque. Dans le paysage, toi qui es une spécialiste de. François pourra compléter, mais quand cette série Les Passagers du Vent est arrivée sur le. Ça a été un engouement terrible. Voilà. Terrible, parce que tout le monde. Enfin, moi, j'avais l'impression que à l'époque, j'en lisais peut-être pas beaucoup, mais tout le monde parlait des Passagers du Vent. Il y a eu un grand souffle comme ça d'aventure. Avant, on peut dire, il y avait la bande dessinée. Il y a beaucoup d'auteurs qui disaient on fait des petits Mickey. Parce que, voilà, il y avait Tintin, il y avait Spirou aussi, mais tout d'un coup, là, on rentre dans la grande aventure. Ouais. Et puis, avec des personnages profondément attachants. Mais c'est une bande dessinée plutôt destinée aux adultes aussi. Oui, non, tout à fait. Enfin, pour tout le monde, en fait. Tout le monde, oui. Ce qui m'a donné envie d'aller plus loin, c'est quand j'ai lu les premiers Pratt, les premiers Hugo Pratt, enfin la balade de la mer salée, Fort Weming, etc. Je me suis dit, on peut faire ça en BD. On peut faire ça, ça vaut le coup. Est-ce que tu l'as rencontré quand il est venu ici, Hugo Pratt? Hugo Pratt, je l'ai rencontré à Suivre, à la rédaction du journal. Oui, bien sûr. C'était merveilleux de travailler pour des journaux parce qu'on rencontrait tous les auteurs. Bon, Ferrandez qui est là et tout. Françoise Covit. Enfin, oui, c'est des gens qu'on a connus, qu'on ne pouvait que croiser quand on venait livrer ses planches et tout. Et je regrette un peu qu'il n'y ait plus la même complicité journalistique entre les auteurs. Mais des circonstances comme celles qu'on vit en ce moment nous permettent de les rencontrer. Alors, c'est vrai que c'était une grande époque de bande dessinée adulte avec différents genres et la bande dessinée historique a commencé là, mais avec beaucoup de choses qui étaient finalement un peu des produits, quoi. Et c'est vrai que Les Passagers du Vent, c'était extrêmement fouillé, extrêmement détaillé, extrêmement précis. Il y a cette complicité aussi avec Michel Thiebaut qui complète les récits par un vrai travail historique. Mais c'est exactement ça. C'était quand même encore de la bande dessinée d'aventure, je dirais, même si il était question de sujets difficiles, la traite. Et puis ces personnages féminins, c'était exceptionnel. Ça il y avait beaucoup de bruit aussi, ces personnages féminins. Beaucoup en ont rêvé. Oui, on en rêvait, mais c'était aussi des héroïnes féminines. Et la plupart du temps, c'était des gars dans la bande dessinée. Donc voilà. Et je trouve que la série se poursuit avec des choses qui sont peut-être plus attachées à des préoccupations contemporaines. Le retour de la commune, en quelque sorte. Et j'ai l'impression qu'on est passé vraiment dans cette longue période d'envie de raconter à aujourd'hui envie de raconter toujours, mais en disant des choses peut-être plus fortes, plus contemporaines et qui vous tiennent à cœur. C'est vrai que quand on ouvre le livre de la commune, quand on commence à mettre le nez dedans et qu'on se souvient tout ce qu'on n'a pas appris dessus, c'est cette mise sous cloche de... Et il y a quelque chose c'est intéressant à notre époque de s'intéresser à ces perdants qui ont fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'ils se sont battus. Et je crois qu'on est dans une époque où il faut se battre sans savoir si on va gagner ou perdre. De toute façon, on crèvera tous. Mais il faut se battre parce qu'il y a des tas d'enjeux, il y a des tas de combats à mener. C'est trop sérieux en ce moment et il faut être du bon côté, même si on doit y laisser sa peau, même si on doit finir en déportation, même si on doit finir au bagne. Alors, il y a tout ce travail, cette recherche historique. Il y a aussi la manière dont ces livres sont réalisés. Je crois que ça a beaucoup changé aussi en 43 ans, la manière de faire.
Oui, les techniques ont évolué. Évidemment, quand j'ai commencé à faire de la BD, il y avait souvent, on travaillait avec des bleus. Bien avant, on travaillait en Bendais. Alors le Bendais, s'il y en a qui se souviennent, on faisait le dessin en noir et blanc. On mettait un calque sur le dessin en noir et blanc. On prenait des crayons de couleur et on indiquait la couleur que l'on voulait. Et ensuite, en gravure, en photogravure, il y avait des gens qui techniquement savaient mettre les couleurs là où il faut, etc. Ensuite, il y a eu les bleus, assez fatigant pour les yeux. Moi, j'aimais pas trop, mais enfin, j'ai fait beaucoup d'albums avec des bleus. Les premiers passagers étaient faits avec François, peut-être que le public sait Faut pas ce que expliquer. c'est. Oui, il faut expliquer. On est des bleus de ce côté-là, nous. Oui. Alors les bleus, c'est très simple. Vous faites un dessin en noir et blanc, une planche. Elle est photographiée et elle est imprimée non pas en noir mais en bleu, avec par-dessus un film transparent sur lequel il y a le dessin noir qui vient couvrir le bleu, mais qu'on peut enlever. Donc on met la couleur en dessous. Et régulièrement, on remet le dessin noir pour voir ce que ça donne, etc. Ça permettait aux photograveurs de faire de la trichromie avec le bleu, c'est-à-dire d'avoir les trois couleurs primaires, et d'avoir le noir à part avec les textes. C'est surtout les textes, parce que comme les journaux à l'époque n'étaient pas toujours bien repérés, et si ça avait été en quadrichromie, les textes auraient dansé, quoi. Voilà. Donc ça, on va pouvoir le voir dans l'exposition, puisqu'en fait, les premiers... Il y en a oui, il y en a quelques-uns. La planche originale en noir, le bleu recouvert de ce film. Mais aujourd'hui, de toute façon, même à notre époque du numérique, François, vous continuez à dessiner et à ne pas passer par maintenant les derniers albums. Oui. En fait, vous les construisez case par case. Je fais le noir et blanc case par case. À une taille. Voilà, à une taille supérieure. Ouais. Ensuite, je fais le montage de ma case. Parfois, je fais des changements, des transformations et tout. Puis quand je suis bien content de ma planche, elle est donnée à un... Non, je la numérise avec un scanner, avec la définition qui me convient, et pour ceux qui connaissent, en 1200 dpi. Et ensuite, je la donne à un imprimeur qui me l'imprime sur un papier que je choisis. Et sur cet imprimé en noir, je fais ma couleur à l'encre avec des encres de couleur. Voilà. Alors, par exemple, une page, ça demande combien de temps de travail ? Alors le noir et blanc, ça va d'un ou deux jours à une semaine. Et la couleur, généralement, je fais 1 ou 2 planches par jour. Voilà. Quel travail. Tout le travail de recherche, tout le travail de préparation. De recherche, c'est beaucoup. Mais alors, il y a de la recherche pour la recherche, parce que j'ai besoin de savoir un peu plus et tout. Et puis il y a des choses que je découvre complètement par hasard. Des personnages, la Commune, je suis tombé sur Élisée Reclus. Élisée Reclus, ceux qui le connaissent. Oui. Un géographe de renommée mondiale, mais un des doctrinaires de l'anarchie, etc. Et je suis tombé dessus, ça m'a intéressé. Je me suis dit, je vais lire un peu quelques livres qu'il a fait, pas son immense géographie, mais je l'ai survolé. Mais j'ai découvert que Élisée Reclus a vécu 2 ans en Louisiane comme précepteur dans une famille de planteurs à quelques kilomètres de l'endroit qu'habitait Zabo quand elle était petite fille. Donc, il était évident que Zabo a rencontré Élisée Reclus quand elle avait 8 ans, qu'elle a assisté à quelques-uns de ses cours, parce que rappelons-nous que la mère de Zabo était anti-esclavagiste. Et donc, quand elle le retrouve sous la Commune, soit dans la compagnie des aérostiers de Nadar, soit plus tard dans la garde nationale, c'est-à-dire les communards, en fait, elle sait à qui elle a affaire. C'est un vrai ami.
C'est un vrai ami. Oui. Et vous, oui, vous oui. l'aimez bien, par contre. Hein. Ah, Oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. oui. Ah oui, On, voilà. on sait tout de suite hein, en lisant Ah oui, où mais vous allez et qui. Parce que Rochefort, on comprend très bien que vous ne l'aimez pas. bah, Rochefort, il s'aime trop. Il voilà. n'a pas besoin qu'on l'aime. Mais il y a aussi Louise Michel, quel personnage Ouais, merveilleux. ouais. Ah, oui, Louise Michel, on ne Mais- peut que l'aimer. Ouais. Oui. Et en fait, là, c'est Zabo qui raconte un petit peu sa vie à une La jeune femme troisième qui héroïne. vient d'où? De Bretagne. Oui, Clairvy, Ah oui. qui vient de Bretagne, qui a des parents, bon, qu'on découvrira l'histoire bien Ouais. sûr, mais qui a des parents bretons et en baie d'Audierne. Alors là, j'ai été un petit peu obligé de me faire aider par Robert Gouzien, qui m'a fait les traductions. Oui, parce qu'elle ne parle que breton quand elle arrive à Paris. Voilà, elle est comme pas mal de gens. Comme- oui. Et elle arrive, elle débarque à la gare d'Austerlitz, parce que n'oublions pas, à Oui. l'époque, tout le monde ne débarquait pas à Montparnasse, et c'était les chemins de fer de l'Ouest qui montaient jusqu'à Brest, et le PO, c'est-à-dire le Paris-Orléans, qui descendait par Orléans, et qui passait par Nantes, et qui allait jusqu'à Quimper. Vous voyez la précision? Pour l'anecdote, j'avais réussi à obtenir le numéro de téléphone des archives de la SNCF, des archives historiques de la SNCF, et ils m'ont envoyé des documents. Il y a le chèque de l'époque avec tous les horaires de train et tout. Alors, c'est pas pour être sérieux, c'est pas pour faire sérieux, c'est pour se piéger soi-même dans ses propres histoires, quoi. Elle prend le bon train, il est arrivé à telle heure, etc. J'aime bien établir autour de mes histoires un climat cohérent pour que moi j'y croie. Le lecteur, il le sait, il le sait Même pas. si on ne le voit pas forcément, Voilà, c'est voilà. là. On sait que c'est là. Mais je continue à jouer, quoi, un petit peu comme quand j'étais gosse, que je racontais des histoires à mes copains. Je leur racontais pas mal de bobards, mais il fallait qu'ils y croient, quoi. Il faut dire comme... pardon, tu voulais... Oui, c'est juste pour, pour la langue, là, le breton, il y a un petit lexique à la fin avec Oui. effectivement des mots en breton, des mots en argot parisien de l'époque, des choses qu'on connaît encore aujourd'hui, des trucs qu'on se dit c'est quoi. Et je me souviens que dans les premiers, il y avait du créole et que de la même manière, il y a un goût de la langue, Oui. du bien écrit en quelque sorte, mais aussi du langage parlé. Alors, dans Les Passagers du Vent, tous mes ouvrages se passent dans des pays francophones. Isa part de France, évidemment. Elle va au Dahomey, dans un comptoir qui est un comptoir français, puisqu'il y avait un comptoir portugais et un comptoir anglais à côté. Ensuite, elle reprend le bateau, elle arrive à Saint-Domingue. On parle de Saint-Domingue, Haïti, c'est la partie française de Saint-Domingue. Et à Saint-Domingue, les colons sont français. Alors bien sûr, il y a des créoles. Donc là, je me suis fait aider. Enfin, au début, j'ai essayé, je pensais demander à quelqu'un de me traduire en créole haïtien ce que j'avais fait en français. Puis je me suis rendu compte que je perdais le contrôle de mon texte, quoi. Alors j'ai choisi d'acheter une méthode assimile de créole haïtien, de faire moi-même mes textes et ensuite de me les faire corriger. C'est un ancien missionnaire, moi qui suis anticlérical comme rien, c'est un ancien missionnaire qui s'est amusé à me les corriger et à me donner d'ailleurs certains renseignements sur le bois caïman, etc. Et pareil, une fois en Louisiane, Zabo, elle parle français, ses parents parlent français, mais il y a les Cajuns déjà, il y a les Indiens Houma qui parlent le français aussi, pas le même. Donc à chaque fois, j'essayais de trouver. Bon, j'ai eu la chance pour la Louisiane d'y aller, donc j'avais repéré la bibliothèque de Bâton Rouge. Je me suis fait envoyer des ouvrages qui leur ont été rendus, qui sont arrivés à Brest et tout, mais c'était assez intéressant. Et puis des personnages comme l'abbé Parette, par exemple. L'abbé Parette, il a existé, le curé de l'Église Rouge en Louisiane, et il a écrit à ses frères, dont j'ai eu toute sa correspondance, et ce que je lui fais dire à Zabo, c'est ce qu'il a écrit à ses frères. Encore une fois, je ne leur fais pas jouer un rôle différent, quoi. Et
Oui, pardon. Et Vas-y, dans non, vas-y. le sang des cerises, il y a évidemment l'histoire de la commune, mais il y a le fait de la faire parler breton. Ça nous rappelle que beaucoup de Bretonnes sont montées à Paris, ne pouvaient pas se faire comprendre, et vous abordez aussi la vie de toutes ces jeunes femmes qui sont devenues très vite des prostituées parce que Elles étaient attendues Elles étaient à Paris, attendues, elles étaient et, repérées parce il y a qu'elles toute étaient un l'histoire peu de la- perdues dans la capitale. Il y avait beaucoup de macros qui traînaient autour des maisons de placement, certains même qui arrivaient à s'introduire dedans. Et les jeunes filles qui arrivaient, évidemment, elles venaient chercher du boulot, mais elles connaissaient personne. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis les traductions en fin d'ouvrage, Oui. parce que je voulais que le lecteur se trouve dans la même condition Oui. que cette Bretonne qui débarque à Paris sans comprendre le français, et que ces Parisiens qui écoutent quelqu'un parler une langue qu'ils ne comprenaient pas, habillé drôlement en plus, etc. Bon. Elle est Mais bigoudane, heureusement hein. que Zabo avait un ami qui, lui, parlait breton. Ah oui, Lucas Anton Mazet, le oui. docteur Mazet, oui, et qui est breton, et qui va parler avec, tout de suite avec Clervy. Et alors là, Robert Gauzien a poussé, il me dit, tu vois, là, alors là, elle est bigoudaine du Nord, donc pour le vouvoiement, elle ne parle pas comme Mazet, donc il y a des Bretons qui vous voient tout le monde, et puis sur toute la côte, les ports, etc., le Guilvinec et tout, on tutoie tout le monde, quoi. Alors qu'un peu plus au nord, dans les terres, on vous voit son chien, quoi. Ah, c'est drôle parce que l'histoire commence dans une gare, hein, puisque Oui. c'est l'arrivée de Clervy, et c'est pas n'importe quel jour, puisque elle arrive à Paris le jour même, en 1885, c'est ça, en 16. Oui, c'est ça. de On l'enterrement de enterre Vallès. Jules Vallès. Oui, Voilà, oui. c'est ça. Et donc, évidemment, il y a la foule, c'est fou. Et puis, ça se termine presque encore dans un train, puisqu'elles elles vont revenir, Zabo et elle, vers la Bretagne en fin de... Oui, elles vont Enfin, faire d'album. ce long trajet en passant partout, etc. Et elles vont revenir en Bretagne en train, en prenant même le Trenbian, le petit train qui à voie étroite qui allait de Quimper à Pont-l'Abbé, le Transbigouden qu'on a appelé plus Transbigouden. récemment. Et la Transbigouden. C'est joli. Mais en fait, il y a deux boucles. Il y a la boucle dans ce livre-là, ça commence par un train, ça finit par un train, mais il y a la boucle de la mer. générale de la mer, puisque ça commence avec le bateau et ça termine par une image de la mer. Oui. Et un cri sur la beauté de la mer après 600 pages. Et puis, entre-temps, il y a plusieurs voyages en bateau, dont celui sur la Virginie, qui est parti le 10 août de 1873, de l'île d'Aix, pour arriver 4 mois plus tard en Nouvelle-Calédonie. Et tout ce que j'ai découvert de la Nouvelle-Calédonie aussi, qui, moi, m'a intéressé, parce que je ne savais pas où j'allais, du tout. Je ne savais pas ce qui s'y passait là-bas. Comme le je savais qu'il y début avait des gens des déportés, passagers. mais il y avait trois catégories de déportés. Il y avait ce qu'on appelait les transportés, c'est-à-dire les gens condamnés au bagne de l'île Nou. Il y avait les déportés simples, c'est-à-dire des gens qui n'avaient plus le droit de revenir, qui étaient, on pensait en faire de futurs colons, c'était un peu l'idée. Et puis il y avait les déportés en enceinte fortifiée, qui étaient généralement dans la presqu'île du Causse, une presqu'île qui était fermée, entourée d'une mer inhospitalière avec des requins, etc. Et puis une faible zone frontière gardée, quoi. Je vais poser la question qu'il ne faut pas poser. Pourquoi t'arrêtes ? Tout a une fin. Non, mais j'arrête parce qu'il faut que je tente autre chose un petit peu. Et puis là, on arrive, on s'arrête en 1892. On approche de la guerre de 14. C'est un sujet qui a été très bien traité par des tas de gens. Et j'ai pas trop envie d'y envoyer mes personnages. Et à peu près dans le même temps où tu écrivais ça, le cycle de Sian, ça a commencé pendant aussi, non ? Ah oui. Donc tu pouvais être à la fois dans l'histoire et dans le futur. Oui. Mais c'est la même chose, l'histoire et le Tu fais le futur. grand écart, Le toi, hein. futur, c'est l'histoire à l'envers, quoi. Oui, c'est vrai. C'est joli. Non, mais par exemple, pour le langage,
là, on en parlait de tous les langages parlés quand on se déplace dans le temps, etc. Et quand avec la Croix, on a commencé à... Moi, je lui ai montré mon scénario, je lui ai dit, voilà, on va travailler là-dessus. Mais on a réfléchi un petit peu au langage. Et on ne voulait pas avoir, parce que c'était de la science-fiction, un langage incompréhensible, voilà, en disant les gens... On voulait avoir une étymologie des mots, c'est-à-dire une étymologie à l'envers. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah oui, ça a évolué comme ça, c'est tel mot qu'on connaît qui a dû évoluer comme ça, etc. Ah, oui. Et on a essayé de créer des mots tout simples, comme si, dans cette histoire, d'ailleurs c'est pas comme si, c'est comme ça, on le verra plus tard, les populations qui ont migré sur les autres planètes, après avoir fui la planète bleue qui devenait invivable, eh bien, avaient gardé des traces de nos langages, et curieusement, ceux-là avaient gardé plutôt un langage rattaché au français, alors qu'on pourrait penser que c'est à l'anglais ou à l'espagnol. Inventeur de monde, inventeur de mots. Quel talent. Non, c'est un jeu, tout ça. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire en fait. On sent qu'il y a un énorme plaisir à faire, à inventer, à aller chercher, à aller explorer des mondes que vous ne connaissez pas, réels ou imaginaires, et puis à essayer de retransmettre tout ce plaisir au lecteur. Ce qui est bien aussi, c'est raconter une histoire, c'est aussi un échange avec le public, c'est un échange avec les lecteurs, c'est un partage. Eh bien, on s'arrête sur ça parce que c'est très beau. Merci François. Il y a 3 pas. Oui. Une annonce publicitaire. Voilà. Et bien évidemment, vous n'avez que 3 pas à faire pour retrouver les planches de François. Et en exergue, vous êtes bien féministe avant l'heure, François, parce que j'ai mis les 3 héroïnes et toutes les femmes peuvent s'y retrouver et ça le donne. J'ai eu beaucoup de lectrices femmes dès le début. J'en suis très content. Merci François.